l'entrepreneuriat, il faut bien le raconter. Il faut avoir un super storytelling. Sinon, les gens, en fait, ils n'adhèrent pas. Et s'ils n'adhèrent pas, ils n'investissent pas. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on n'apprenait pas quand on était plus jeune. Pour nous, on va à l'essentiel, t'achètes ça, t'as ça. Non, en fait, il faut un personnage, faut faire rêver, faut vraiment raconter quelque chose qui a un début, un milieu, une fin. Et les gens, en fait, ils sont embarqués et c'est là qu'ils ont envie de t'accompagner. Et petit à petit, c'est comme ça que j'ai commencé à avoir des entreprises qui me contactent en direct. Alors voilà, on a appris que vous faisiez ça, donc on aimerait bien vous proposer ça. Et là, donc, on va ouvrir notre deuxième école dans le 93. P, The Builder, c'est le podcast de la construction. Dans chaque épisode, Papou partage son état d'esprit et rencontre un ou plusieurs invités. On discute de différentes thématiques, sociales, économiques, culturelles. Construire son identité, se lancer en tant qu'entrepreneur, évoluer dans sa carrière professionnelle ou développer sa fibre créative. P, The Builder, c'est un podcast pour inspirer, dialoguer et surtout construire ensemble. Bonjour, ici P The Builder avec Swad. Bonjour Swad. Bonjour. Tu vas bien? Ça va bien, merci. La forme? Très très bien, avec ce beau soleil, nickel. Je voudrais te parler de ton actualité. Mais pour venir à cette actualité où tu t'occupes de femmes, que tu mets en avant, en une ligne, comment tu décrirais ce projet? Alors, ce projet, il s'appelle Décodeuse. Et Décodeuse, c'est la première école de code informatique pour les femmes de quartier. Ok. Donc ça, c'est l'actualité. Moi, je voudrais savoir comment tu en es arrivé à ça. Je vais revenir à tes débuts. Je vais te demander d'où viens-tu? Alors, je viens d'Orly, dans le 94, là où est né le rap. Et en fait, j'ai fait un parcours assez classique. Je ne savais pas vraiment où aller. J'ai fait des études juste parce qu'il fallait en faire. Ma mère, elle nous disait qu'il fallait absolument avoir son bac. Donc, une fois le bac, j'ai continué. Mais quelle étude t'as fait? Alors, j'ai fait un bac STG et ensuite, j'ai fait du management de projet à Créteil, à l'université de Créteil. Okay. Management de projet. Ouais. Donc, tu gérais déjà des futurs entrepreneurs quelque part? Alors, à l'époque, c'était plus du management commercial pour gérer plutôt les ventes, ce genre de choses. Et c'est comme ça que j'ai atterri d'ailleurs dans une banque. Je ne savais pas du tout quoi faire. Et ça a été le premier employeur, ma banque. Et ensuite, pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé pour la même banque. Et puis, au bout d'un moment, j'ai senti que j'avais fait le tour. J'ai senti que je n'allais pas aller plus haut, plus loin. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir à revenir au code informatique. Donc, tu en faisais déjà un peu d'informatique? Ouais. Au niveau de l'école? Non, pas au niveau de l'école. En fait, j'ai eu de la chance, c'est que dans ma famille, j'ai un oncle qui est vraiment un super geek. Et quand on était petite, donc on est 5 filles, quand on était petite, il a vraiment insisté pour que ma mère, elle nous achète un ordinateur. Donc, une fois qu'on a eu un ordinateur, après, il nous a montré comment faire, comment coder. Je ne sais pas si vous vous souvenez de MySpace, mais c'était vraiment, c'était vraiment les tout premiers débuts. Et voilà, on a commencé en fait comme ça. Tout le monde un petit peu s'y est mise, mais moi, ça m'a vraiment beaucoup plu. Mais à l'époque, mon premier frein, ça a été de penser que c'était pas pour moi l'école d'ingénieur. Parce que c'était trop élitiste, trop élevé, peut-être aussi trop cher. Je me voyais pas dedans. Et en même temps, dans l'orientation, on m'y invitait pas non plus. Donc, c'est pour ça que j'ai fait des études sans vraiment savoir où aller. Et après la banque, en fait, je me souviens, j'avais la trentaine quand j'ai commencé à réfléchir à revenir vers le code informatique, parce que je voyais venir plein de nouvelles écoles qui permettaient d'en faire son métier sans passer par l'école d'ingé. Et donc, c'est là que je suis allée me reconvertir et passer vraiment des nouvelles études pour devenir développeuse. Pour devenir développeuse. Mais on va dire dans la vingtaine, ce n'était pas un rêve. Tu te Pas disais du pas... À vingtaine, tu avais un rêve, tu avais une idée de ce que tu voulais faire ou pensais vouloir faire? Alors, quand j'avais la vingtaine, je voulais absolument voyager. Je voulais faire des choses qui étaient grandes, mais je ne savais pas du tout quoi. Parce que justement, il n'y avait pas de...
il n'y avait pas de profil, il n'y avait pas de référence dans ma famille. Il n'y avait pas de modèle pour répliquer, pour faire mieux. Ok. Nous, la seule chose qu'on savait, c'est qu'il fallait faire mieux que les parents. Ma mère, elle est femme de ménage, donc faire mieux que les parents, pour nous, c'était la base, mais on ne savait pas jusqu'où aller. Donc, à part faire des études, franchement... Tu t'es vraiment laissé porter par les études. Complètement, il y avait les études et puis les amis, parce que quand on rencontre des gens qui sont d'horizons différents, en fait, eux aussi, ils nous ouvrent des portes. Et j'ai choisi de suivre un peu tous les gens que je connaissais. Et en fait, on est plusieurs à avoir atterri dans la même banque. Donc, on a travaillé pendant une dizaine d'années. Tous y sont restés. Et moi, en fait, un jour, je sais pas, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Ça fait longtemps que j'y pense. Qu'est-ce que j'attends pour le faire? Après, il sera trop tard. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, j'ai négocié mon départ. J'ai voulu voyager, j'ai voulu vraiment en profiter. C'était la première fois que je m'arrêtais. Ouais. Longtemps? Ah, franchement, c'était super. J'ai fait une bonne année de césure, une bonne année de différents voyages. Je suis allée au Pérou, je suis allée aux États-Unis, je suis allée au Canada, je suis allée en Amérique latine. Rencontrer les gens, Ouais. échanger avec eux. Il y avait plein de... En fait, j'avais la trentaine et en fait, il y avait plein de choses à faire, juste découvrir ce que les autres faisaient. Parce que je trouvais que j'avais pas assez d'inspiration en France. Je me trouve assez éloignée de ce qu'on peut faire en réalité. Il y a tellement de choses à faire dans le monde entier. J'ai découvert tellement de choses. D'ailleurs, Décodeuse, c'est une inspiration de ce qui se fait aux États-Unis. J'ai rencontré en fait celle qui a créé Black Girls Code dans son quartier à Harlem à l'époque. Et elle a fait elle avait fait sa première association. Maintenant, c'est devenu une organisation mondiale, mais il y a, je sais plus, il y a peut-être moins de 10 ans, elle commençait tout juste à proposer des ordinateurs et à faire du code avec des petites. Et en fait, son idée, c'était de changer le visage de la technologie aux États-Unis. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et quand je suis rentrée, c'est là que je me suis dit, bon, ok, moi aussi j'ai envie de revenir au code, j'ai envie d'en faire mon métier, mais pas que ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me lancer dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat. Donc d'abord, vous êtes resté en lien? Non, Non? juste un petit peu par Sur les réseaux? Exactement, oui. Ok. Tu reviens en France, tu te dis, faut que j'y aille, mais avant tout, il faut que je retourne me former. C'est là que tu repars te former en cours. Exactement. Ok. En fait, la réalité, c'est que sur le terrain, quand tu sais coder, quand tu sais développer, tu as plein de gens qui sont prêts à te faire confiance et à travailler avec toi. Mais on est en France, et en France, on aime trop les diplômes. Donc, il fallait quand même faire quelque chose pour certifier. Et c'est comme ça que j'ai commencé à coder pour des projets, des entreprises. Mais ce n'était pas suffisant de coder. J'avais envie, en fait, d'emmener plus de gens avec moi. Et en fait, dans ma vie d'entrepreneur, c'est comme ça que ça a commencé. C'est quand j'ai commencé à regarder autour de moi et que je me suis dit, mais en fait, je travaille qu'avec des hommes. Il n'y a pas de femmes. Pas du tout de femmes. Il n'y avait pas de femmes. Ok, tu codais que pour des hommes. Il n'y avait que des équipes masculines. Il y avait que Qui des gens... bossaient avec toi, tu veux dire? Exactement. Mais tu pouvais te faire employer par des femmes ou des hommes? Ou c'était même que par des hommes? En fait, il y a, dans le marché, il n'y a que 14% de femmes qui sont des codeuses en France. Ok. Ça veut dire qu'on n'existe quasiment pas. Sur une équipe, c'était super rare de voir des femmes. Et quand c'est des femmes, souvent elles viennent d'écoles d'ingénieurs. Donc elles ont les mêmes codes que les hommes. Mais moi, je venais déjà, je n'ai pas d'école d'ingénieur, reconversion professionnelle. En plus, tu connais pas les codes des écoles d'ingé. Donc, il y a plein de codes en entreprise que je connaissais pas. Et c'est là que j'ai découvert qu'il fallait vraiment que moi, je fasse quelque chose de concret. Je savais pas encore quoi. Et le meilleur moyen de savoir quoi faire, c'est quand on a une idée, en fait, faut se lancer, faut aller plonger dans l'entrepreneuriat pour être aidé, pour savoir comment on peut faire. Et toi, ton idée, elle devient comment? Là, tu te formes, tu réalises que tu es dans un monde masculin. En face et dedans, ceux qui bossent avec toi, mais aussi les clients ou les fournisseurs, j'imagine. Mais c'est quoi le process? Alors, le process, il est long. D'abord, je me dis, bon, si moi j'ai accès à l'information, comment ça se fait que d'autres
n'ait pas accès à l'information. Parce que je me souviens déjà à l'école, quand je suis revenue faire du code, et bon, j'étais dans une classe avec plein de gens, déjà, il y avait très peu de femmes. Et entre midi et deux, déjà, on commençait à en discuter. On se disait, mais comment ça se fait que là, nous, on est capable de s'orienter vers ce métier-là? Et majoritairement, quand même, dans la classe, il y a des hommes. Comment ça se fait que nous, on s'oriente, pas elles? Où est-ce qu'elles sont? Comment on pourrait faire? Et en fait, c'est comme ça qu'on a commencé à discuter de comment nous, on peut... comment moi, je pouvais en tout cas attirer plus de femmes en leur disant, bon, ça a l'air inaccessible, ça a l'air masculin. Mais on a quand même notre place. Donc, Première réflexion. Exactement. Les premières réflexions. Ouais, les premières réflexions, c'était vraiment entre midi et deux. Je me souviens que je suis allée chercher 2-3 personnes. Je leur disais, bon, à votre avis, comment je peux faire? Qu'est-ce qui vous intéresserait, vous? En gros, je testais déjà un petit peu mon idée. Mais là, tu es déjà porté, là. À ce moment-là, tu es porté, tu commences à cibler ton projet? Disons que c'est toujours au stade de l'idée, mais je ne sais pas encore comment faire. Parce que autour de moi, il y a déjà des écoles qui forment tous les publics. Et je me dis, waouh, faire une école, à mon avis, ça doit être super long, ça doit être super galère. Ça non plus, ça doit pas être facile à faire. Donc, je m'empêche un petit peu, barrière psychologique, je m'empêche un petit peu de me dire ça, c'est possible. Et en fait, je me suis dit, le meilleur moyen de commencer, c'est d'aller voir comment font les autres. Donc, je suis allée voir comment on fait les écoles pour se créer. Ça a été vraiment le point de départ. Recherche Internet. Alors, recherche Internet, mais aussi j'allais sur place. Je me souviens... Dans les écoles, tu te déplaçais. Exactement. En tant qu'étudiant, du coup, tu y allais comme un étudiant pour à participer au cours et regarder comment ça se fait, ou plutôt... J'ai fait les deux. Tu as fait les deux? Ouais. En fait, j'ai participé à différents programmes et je me suis dit, il faut que j'aille voir ce que font les autres, déjà sur le terrain, mais aussi proposer mon aide, parce que ça se trouve... je veux créer quelque chose, mais peut-être que ça existe et peut-être que je peux participer à quelque chose qui existe déjà. Et petit à petit, j'ai participé à différents ateliers. Par exemple, je faisais des ateliers d'initiation pour les enfants, pour les jeunes, pour différentes écoles. Et pareil, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Et moi, je proposais en fait de faire des ateliers pour les femmes. Mais ce n'était pas très bien perçu. C'était « Ah non, il ne faut pas faire de la non-mixité, il vaut mieux faire de la mixité ». Mais moi, je disais, mais regardez, on peut peut-être tester. Ça se trouve, ça peut fonctionner de proposer des choses uniquement à des femmes. Et en fait, quand j'ai commencé comme ça, mais là, il y a eu plein de femmes qui se sont inscrites aux ateliers. Donc, les femmes ne voulaient pas faire de mixité, peut-être? Elles préféraient être entre elles? Alors, moi, ce que j'ai compris, c'est que, et je le comprends, c'est que il y a plein de femmes qui se sentent plus libres de s'exprimer, de poser des questions, qu'ont moins honte quand elles sont entre femmes que quand on est dans un groupe mixte et que les hommes, ils prennent toute la place. Déjà, ils parlent plus fort, ils pensent qu'ils savent tout, ils pensent que... Tout le temps? Dans le code? Ouais, dans les groupes, quoi. Dans les groupes, c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps les hommes qui prennent le dessus, qui parlent fort, qui prennent l'espace, quoi. Bah ouais, je trouve que partout, ouais, on le voit. Dans les groupes de travail, dans les groupes, dans les réunions, c'est les premiers à s'exprimer, c'est les premiers c'est les premiers en fait à diriger, c'est les premiers à manager. En plus, on nous apprend pas souvent, nous, à gérer des équipes. On va souvent dire, demande à ton manager, c'est un homme, plutôt que mettre en avant ce que les femmes managers peuvent donner. Donc déjà, dans les groupes, je trouve que c'est compliqué de faire sa place. Et en plus, ça s'est confirmé, parce que les femmes qui s'inscrivaient aux ateliers, on avait on avait prévu plein de séries d'ateliers. C'était plein de femmes qui disaient toutes. Moi, en plus, je leur posais la question. Pourquoi est-ce que vous vous inscrivez? Et elles disaient, mais parce que c'est la première fois qu'on nous propose des ateliers entre femmes et ça fait du bien, en fait. On peut être nous-mêmes, on peut s'exprimer. On n'a pas l'air... On a l'air à notre place, en fait. Ça fait plaisir de voir qu'il n'y a que des femmes qui s'intéressent à l'informatique. Et en fait, je me suis renseignée, j'ai pas mal étudié, en fait, la culture informatique en France. Et c'est vrai qu'elle est dominée par les hommes. Alors que dans d'autres pays, les taux d'ingénierie, les femmes, elles sont à parité, en fait, dans plein de pays. Donc c'est vraiment un problème français. Et du coup, tout type de femmes? Tout. Bien sûr. Ethnie, âge, tout type. Ouais, il y avait... en fait,
En France, en plus, on le voit de plus en plus, c'est qu'il y a de 18 à 45 ans, les femmes, en fait, en reconversion professionnelle, elles ont envie de faire un travail technique, par exemple développeuse ou même dans la cybersécurité ou dans l'intelligence artificielle. Mais comme c'est majoritairement dominé par les hommes, quel que soit l'âge, elles mettent vraiment beaucoup de temps à plonger dedans. Elles ont du mal à imaginer leur place parce que déjà, il y a un problème d'orientation quand on est jeune. Apparemment, il y a beaucoup de familles qui orientent peu les enfants, les filles, à s'orienter vers les métiers scientifiques, techniques. Scientifiques? Ah ouais? Ouais, en il y a fait. beaucoup de femmes en scientifique. Ben non. Non? Non, il n'y en a pas beaucoup. En fait, dans les STEM, dans les sciences, technologies, l'ingénierie et les mathématiques, il y a très peu de femmes. Et aussi, il y a un autre problème, c'est quand il y a des femmes, c'est rarement elles qui sont des directrices. C'est assez rarement elles qui sont responsables. En fait, il y a un problème qui est lié aussi au fait qu'il y a les femmes, en fait, quand elles font des enfants, elles sont forcément, en tout cas, c'est ce qui arrive souvent, elles perdent leur place et elles sont freinées du fait qu'elles veuillent devenir mères. Donc, par exemple, quand elles veulent des carrières, on leur pose souvent la question, est-ce que vous envisagez d'avoir des enfants? Et en fait, ça, c'est des questions qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays. Chez les anglophones, on ne retrouve pas ce genre de questions? En tout cas, ça n'a pas l'air d'être un problème aussi important que nous en France. Ouais. Et ça, ce n'est pas une question je pense que tu le dis déjà, je veux juste le dire à ma manière, ce n'est pas une question de culture à la française. Parce que quand tu as parlé d'orientation, en tant qu'homme, nous aussi, on n'est pas super bien orientés. Tu vois, donc est-ce que c'est pas une question sociale déjà? Donc il y a une partie de la tranche, la basse France, ouais. Et après il y a un problème d'orientation de la population, parce que moi je me sens concerné quand tu dis ça. Ouais. Tu vois, j'ai pas été super bien orienté non plus. Peu importe ma direction, on m'a dit de faire de la compta parce que c'est bien de faire de la compta, tu vois, et parce que tout le monde fait de la compta, tout simplement. Donc oui, c'est vrai, tu as raison, il y a un problème de classe sociale aussi. On n'a pas de... Nous, en tout cas, j'ai pas fait de sociologie, mais quand je me suis intéressée au problème de sous-représentation des femmes dans les métiers techniques, j'ai remarqué aussi qu'il y avait pas mal de groupes de femmes de tous les âges, de toutes les classes sociales, qui parlaient de ce problème de cette sous-représentation des femmes. Et après, il y a aussi un autre problème. Donc nous, on a une double peine, en fait. C'est que non seulement on n'a pas la même égalité des chances, on peut rêver de vouloir faire vraiment plein de choses, mais on est quand même freiné parce qu'on n'a pas forcément les moyens de faire les grandes études qui coûtent super cher. On ne peut pas se permettre de prendre les mêmes risques que les gens qui ont des parents qui payent les études. Et puis aussi, très tôt, en fait, comme on n'a pas beaucoup d'argent, on se responsabilise super vite. Enfin, moi, je sais qu'une des principales raisons pour lesquelles, en fait, avec mes sœurs, on a voulu travailler vite, c'est pour aider notre mère. Enfin, c'est classique, on ne peut pas se permettre de faire X années d'études parce qu'on parie dans l'avenir. Non, nous, c'est maintenant, tout de suite, qu'il faut de l'argent. Donc, on n'a pas les mêmes, on n'est pas... Donc vous avez 3 peines, là tu m'as dit vous avez une double peine, mais moi j'en vois 3, parce que quand dans la double je pensais justement à devenir mère. Le fait que vous deveniez mère limite vos carrières ou vos choix ou ces patrons qui vous disent mais qu'est-ce que tu vas faire si on te prend? Donc vous avez, je dirais, une triple peine. Ouais. Ouais, c'est malheureux, mais c'est vrai que j'ai déjà entendu ce discours où quelle est votre carrière, où vous comptez devenir mère ou pas mère. Ouais. Après celle du montant d'une école ou d'aider les parents, on a équivoque. Je ne fais pas l'avocat du diable, hein, mais parce que moi j'ai grandi avec des filles, j'ai grandi avec mes sœurs et une mère, et tout comme toi, je pense qu'elles se battaient beaucoup, mais on est au même titre. On est au même titre sur le combat, à part sur cette histoire naturelle qui est de pouvoir être parent. Ça, j'ai déjà entendu plusieurs fois, ouais.
Tu penses qu'on est au même... Au niveau des problèmes même niveau, financiers, ouais. financiers, oui, pour rentrer dans une grande école, toi au moins on est logé au même étage et on a affaire à la même problématique, quoi. Faut payer l'école. Dans tous les cas, quand on est d'une classe sociale en dessous. La direction aussi, sachant que de ma vue d'homme, de ma vue de garçon à l'époque, les filles travaillent mieux que les garçons à l'école. Oui, ça c'est vrai. Donc elles ont des meilleurs résultats. Donc moi, en tant que garçon, je me dis, elles sont même plus chanceuses parce qu'elles vont atteindre des objectifs là où nous on traîne, où on est moins mature, où on met beaucoup plus de temps à devenir des hommes et à prendre les choses bras-le-corps au sérieux, quoi. Les filles, c'est une accélération. Quand on a 18 ans, à 16 ans, vous êtes déjà certains dans des gros démarrages, quoi. Mais justement, c'est ça qui est encore plus décevant, je trouve. C'est qu'on nous fait la promesse, quand on est plus jeune, on nous dit, si tu fais des études, tu pourras exercer le métier de tes rêves, tu pourras aller où tu veux. Donc nous, avec notre syndrome là, de première de la classe, on y va à fond. Syndrome. On y va à fond. Et quand on arrive face à un employeur, déjà à l'embauche, on est quand même discriminé parce qu'on nous propose pas le même salaire que les hommes. Ouais. Et ensuite, quand on est dedans et qu'on fait beaucoup pour être promu à chaque fois à un poste au-dessus, on est freiné parce que à compétences égales, on va privilégier un homme. Et après, il suffit qu'on parte pour des congés maternité. Quand on revient, on n'a pas la même place et en plus, faut refaire ses preuves. Donc on est triplement discriminé. On donne quand même beaucoup. Et on n'a pas beaucoup de retours. Donc je trouve qu'on est quand même moins bien logé que les hommes de notre classe. Oui. Vraiment, au niveau des salaires, c'est bizarre même. C'est hyper étrange comme phénomène, je te dirais, mais c'est mondial. Ouais. Donc c'est pas dû à la France, mais c'est de manière générale. Tu as dit beaucoup de vérités là où on n'est pas à égalité. Le salaire en est une preuve. Sur votre retour, ça je suis surpris. Que quand vous reveniez d'être occupé d'un enfant et que vous reveniez, on ne vous reprenait pas le même poste. Après, je ne sais pas si c'est dans différents métiers, mais quand une femme, elle est N+2 ou N+3, elle a quand même un grade, quoi. Elle peut devenir mère et revenir et elle est plus N+3. Mais en fait, ça arrive très souvent. C'est-à-dire que quand elle revient, sa place, elle a été prise par quelqu'un. Et donc, en attendant, pour pas qu'elle soit là à rien faire, on lui propose autre chose. Et c'est toujours moins. Qu'est-ce qu'elle fait souvent ? Souvent, on propose quelque chose de rapide. Et donc, pour une introduction, pour revenir rapidement sur le marché de l'emploi, elle prend ce qu'il y a à prendre. Et souvent, c'est moins. Même si elle est diplômée, bourrée de diplômes et tout ça. Ah, il y a plein de situations comme ça, bien sûr. Okay. Et même, je trouve que dans tous les secteurs, c'est le même problème. C'est que on a vraiment tendance à penser que s'occuper d'un enfant, donc être mère ou être femme au foyer, c'est pas un métier, mais c'est un vrai métier. C'est un des métiers les plus difficiles du monde. C'est bien pour ça que les femmes s'en occupent. Les hommes, ils veulent pas s'en occuper. Ouais, c'est pas facile. Donc c'est pour ça que on a vraiment ce gros problème à régler. D'ailleurs, là, il y a pas très longtemps, ils ont commencé enfin à adopter une loi pour dire effectivement, il faut des congés paternité plus importants. Mais là, il y a beaucoup de femmes qui attendent le congé parental, homme ou femme. C'est-à-dire que c'est un couple qui va choisir qui s'occupe de l'enfant à la naissance. Parce qu'après tout, il y a des femmes... Ça existe, ça. Non, je veux dire le congé maternité, mais pour les hommes. C'est-à-dire qu'une fois que... Il y a plein de femmes qui veulent reprendre juste rapidement après la naissance. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas le père qui prendrait le congé paternité de quelques mois. Et là, on sera vraiment à égalité. Là, on verra si les entreprises, elles réaccueillent les hommes de la même manière. Moi, je ne pense pas. Mais en tout cas, ça va prendre beaucoup de temps. Ce qui fait que quand on est salarié et qu'on est à plusieurs stades, on est discriminé, pour moi, c'est comme ça que l'entrepreneuriat, c'est devenu aussi une solution pour m'émanciper économiquement. Parce que dans l'entrepreneuriat, je ne me sens vraiment pas freinée. Alors que, bon, bien sûr, il y a plein de problématiques, mais au moins, il n'y a personne qui va venir freiner ta carrière, qui va venir te questionner sur pourquoi tu fais ça et pourquoi tu ne fais pas ça, qui va venir te dire quoi faire, etc. Dans l'entrepreneuriat, il y a tellement plus de liberté que, pour moi, c'est vraiment une bonne solution pour les femmes. Et
ces 5 minutes de constat qu'on vient de faire, ça, tu le découvres au moment où tu rentres dans cette formation ou que tu commences à te préparer tu ne sais pas encore là où tu vas, mais tu commences à voir tout ça, c'est ça? Ouais, je fais plein de rencontres aussi, de femmes qui m'expliquent aussi ce qu'elles... Parce que quand je suis arrivée, il y a déjà pas mal de femmes qui font ça, qui se disent... donc il y a pas mal d'ingénieurs, il y a pas mal de scientifiques qui font déjà ce constat, qui en parlent super bien. J'ai lu aussi pas mal de bouquins de femmes qui expliquent, par exemple, dans la recherche que elles sont sous-représentées, qu'elles sont sous-valorisées. Après, il y a aussi les femmes dans l'histoire. En France, on n'en entend pas parler. En fait, dans plein de domaines, on invisibilise les femmes. Et c'est vrai que moi, à l'époque, j'en prenais pas conscience. C'est arrivé dedans, dans le monde de l'informatique, que là, je me suis dit, ah oui, mais en fait, effectivement, il n'y a que des hommes. Et en plus, les femmes, elles ont vraiment beaucoup de mal à faire leur place quand elles y sont. Et moi, ça m'a fait un choc parce que j'ai pas connu ça dans ma culture, j'ai pas connu ça. Les hommes et les femmes ont... Au contraire, allez faire des études, vous êtes égaux, vous voulez faire n'importe quel sport, faites n'importe quel sport. Enfin, il n'y a pas cette notion de différence de genre dans ma culture. Du coup, c'est un vrai choc. C'est un choc de voir qu'il faut se battre pour dire je sais faire, alors que jusqu'à présent, il fallait juste que je prouve que je sais faire et c'était facile. Là, tout devient... Là, vraiment, je découvre un monde où, effectivement, les femmes, elles sont vraiment pas du tout logées à la même enseigne que les hommes. Et moi, ça devient un vrai combat. C'est là que je me dis, OK, j'ai quelque chose à... Exactement. Plus je découvre plus je me dis, c'est ça que je veux faire. Voilà, tu commences à te dire inconsciemment, mais ce sujet-là, tu fouilles, quoi. Tu continues de creuser. Là, j'ai mis j'ai mis mon imperméable d'enquêteur et j'ai commencé vraiment à aller chercher plein de statistiques, plein d'histoires, Ça te prend combien de temps tout ça? J'ai mis à peu près 1 an à bien comprendre tout ce qui se passait dans le monde de l'orientation scolaire déjà, le monde de l'orientation professionnelle. Et après, il y a une 3e chose qui arrive un petit peu plus tard, mais c'est parce que forcément je ne pouvais pas connaître avant. Je m'aperçois qu'en fait, il y a plein de femmes qui ne sont pas qualifiées dans les quartiers. Et en fait, on ne va pas les chercher pour ces métiers. Alors que c'est possible de s'orienter vers ces métiers. Et là, je me dis, mince, il y a un autre problème à régler aussi, c'est pourquoi on ne s'adresse pas aux femmes qui sont diplômées dans d'autres domaines. Parce qu'en fait, dans les quartiers, il y a beaucoup de femmes qui sont diplômées, mais qui n'exercent pas les métiers qu'elles mériteraient d'exercer. Du coup, là, ça devient un nouveau problème. Je me dis, mince, il y a vraiment quelque chose à aller chercher parce qu'il y a de l'excellence dans tous les quartiers, mais on ne va pas les chercher. Mais là, on n'est pas dans un problème média-social aussi? Ou tu penses que c'est vraiment, on essaie d'éliminer la femme, là j'exagère avec le mot éliminer, mais ça, parce qu'on ne va pas chercher les gars aussi dans les quartiers qui sont diplômés. En fait... oui, c'est sûr, on ne va pas nous chercher de toute façon. Voilà. C'est à nous de tout le temps d'aller à la rencontre des opportunités. Des opportunités, et combien il faudrait les connaître. Ça, c'est un gros problème. Exactement. Ouais. Ça, c'est un des principaux problèmes, l'accès à l'information. Mais pourquoi est-ce que je parle de ça des femmes? C'est parce que tout à l'heure, on a bien dit, en plus, il y a des statistiques, c'est que les femmes, elles sont diplômées, elles font des grandes études dans les quartiers. Et elles n'exercent pas les métiers qu'elles mériteraient d'exercer. C'est pas comme les hommes. Les hommes, en fait, il y en a beaucoup qui exercent plein de métiers différents et qui n'ont pas les mêmes problématiques parce qu'ils sont moins diplômés ou bien ils vont dans des secteurs bien particuliers. Mais nous, qu'on soit super diplômés dans la littérature, qu'on soit super diplômés dans la science, super diplômés dans l'éducation, en fait, on n'occupe pas les métiers qu'on devrait occuper. Et moi, ça me révolte parce que vraiment, on nous fait des promesses quand on est jeune, et finalement, personne ne tient cette promesse. Et donc, c'est à nous de revenir chercher les femmes et de leur dire si, vous avez cette place. Et moi, c'est cette mission, en fait, que je me suis vraiment donnée. Au fur et à mesure, elle est pas... Petit à petit, exactement. Chaque fois que je découvre, je me dis... Tu découvres que dans plusieurs corps de métiers différents, qu'il y a des femmes super diplômées, mais qui font complètement autre chose, et en plus, qui n'ont même pas l'information comme quoi elles pourraient postuler à tel ou tel poste. Exactement.
Bon, là, je te vois en Super Saiyan quand tu découvres tout ça. Exactement. Ok, je vais me battre là-dessus. Mais comment ça se passe? Tu te dis, ok, là, il y a quelque chose à faire. Mais tu es seule à ce moment-là. Exactement. Ça, c'est le premier problème. Hein. C'est que comme j'étais seule, déjà, je me suis dit, oula, seule, je vais manquer de puissance. Donc, comment je peux faire pour être remarquée? En fait, c'est là que je commence à me dire, bon, ben, il faut que je sois accompagnée. Et le premier réflexe que j'ai, c'est de m'entourer de gens qui sont déjà dedans. Donc, je vais chercher des gens, je leur explique ce que j'aimerais faire. Il y en a quelques-uns qui sont embarqués. Et donc, avec ce premier petit collectif, donc on était des développeurs, des développeuses, on commence un petit peu à parler de ces problématiques, mais on n'a pas beaucoup de voix. Vraiment, on ne nous entend pas forcément. En 2017, on commence à faire pas mal d'ateliers, mais il n'y avait pas cette puissance qu'on voulait avoir vraiment de dire on arrive, on s'occupe de tout, on est là pour agir. Franchement, on faisait plein de choses, mais c'était sur le terrain, personne ne le remarquait vraiment. Et en fait, là, à force de faire des recherches, je me rends compte qu'en fait, il faut aller taper à la porte des incubateurs, des accélérateurs, de toutes ces structures en fait, qui accompagnent les entrepreneurs. Parce que eux, ils ont le réseau. Et en fait, c'est comme ça que je découvre qu'il faut faire du réseau pour être entendu. Il faut faire partie de ces gros réseaux. Faut aller s'allier avec des gens qui ont de la puissance pour pouvoir être entendu. Donc c'est comme ça que je commence à démarrer vraiment. J'ai commencé en janvier 2017. J'ai commencé un programme à l'entrepreneuriat. Et dedans, il y avait un mot qui revenait souvent, c'était « faites du réseau, faites du réseau ». Et en fait, ça, c'est une phrase qui répète souvent Moussa Camara. J'ai fait partie du programme Les Déterminés. Et déjà ça, quand j'entendais « faut faire du réseau, je savais qu'il avait complètement raison, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Mais encore une fois, c'est les tout débuts. Janvier 2017, j'en suis qu'au stade de l'idée. Je sais ce que je veux changer, mais je ne sais pas encore comment je peux le changer. Là, tu as appuyé sur un point super important. J'ai invité des profs et plusieurs personnes à en discuter. C'est l'un de mes combats aussi. C'est à l'école, on ne nous apprend pas à réseauter. Ce qu'on apprend dans le monde anglophone très jeune, en créant leurs universités, par exemple, où ils vont se regrouper en alpha, bêta, c'est du réseau. Ouais. Ils se regroupent en fonction de leurs préférences, sport, thématiques. Ils mettent les mêmes vêtements et ils se mettent à être ensemble et ils évoluent. Mais ces gens-là, ces jeunes-là, deviennent un jour des travailleurs, hommes ou femmes, et ils ont fait partie de la même confrérie. Ouais. Tu vois, et ils grandissent, après il y en a qui est dans une banque, il y en a qui est dans autre chose, mais c'est toujours la même confrérie. Et ils apprennent ça. Ça, en France, ça n'existe pas du tout. Ça n'existe pas pour nous, mais ça existe pour les élites. Pour les élites des grandes écoles. Mais là, il faut payer tes 10 000 € ou je ne sais combien pour pouvoir rentrer dans ces écoles. C'est ce que tu as 40, 50 000, ouais. 40, 50 000. Donc, on ne nous apprend pas à réseauter. C'est énorme. Là, le gâchis et la perte qu'il y a à cet endroit-là. Ah, on perd beaucoup de temps. Beaucoup de temps. C'est énorme le temps qu'on perd. Il ne faut même pas qu'on en discute tellement je pense qu'on a une dizaine de retard. Mais là, tu le découvres. Exactement. Tu lèves la tête, tu te dis, OK, je vois, en tout cas, ma ligne directrice, elle n'a pas encore de nom. Mais là, je suis seul. Exactement. Il faut que je m'entoure. Je m'entoure d'hommes ou de femmes, des deux? Les deux. Tu ne te poses pas la question? Ah oui, moi de toute façon, jamais je me suis posé la question de homme ou femme. Pour nous, pour moi, c'est évident qu'il faut travailler ensemble. De toute façon, en plus, c'est ce qu'on apprend quand on est plus jeune, c'est que je me souviens très bien dans toutes les classes à l'école, ensemble, il n'y avait pas de combat homme-femme. C'était ensemble. Ok, il y a un prof qui est pas cool. Ok, on fait une pétition tous ensemble. Enfin, de toute façon, ça a toujours été comme ça. Mais après, quand je commence à participer à différents programmes, je m'aperçois quand même qu'il faut savoir parler en fait pour faire du réseau. Et ça, c'est savoir s'exprimer, savoir se vendre. Pareil, j'ai une éducation où il faut être discret, faut être, faut pas trop, faut pas avoir une
une présence trop importante. Il faut faire sa place, Tout ça, c'est la mais culture discrètement. française. C'est un mélange. C'est compliqué, hein. Ah bah, en fait, petit à petit, je m'aperçois que non, il faut surtout pas être discret. Je me dis, mais pourquoi est-ce que pendant toutes ces années, j'ai été discrète alors que j'aurais pu faire beaucoup plus tôt ce que je fais maintenant? Parce que ça se trouve, si j'avais osé poser les bonnes questions, si j'avais osé réfléchir plus tôt à ce que je fais maintenant, ça se trouve, j'aurais commencé il y a des années déjà. Mais il aurait fallu qu'on te l'apprenne, il aurait fallu que les parents te le transfèrent si eux savaient le faire. Oui. Mais déjà, quand bien même eux, est-ce qu'ils savaient le faire? Leur mission, quand ils sont venus en France, pourquoi ils sont venus? Il y a beaucoup de problématiques à cet endroit-là. Ah bah de toute façon, en fait, déjà, il y en a tellement, c'est plein de nœuds, en fait. Déjà, quand tu expliques à ta mère que tu quittes la banque pour te lancer dans l'entrepreneuriat... Ouah, la catastrophe. Ça a été... mais franchement... Et je comprends, elle a projeté ses peurs directement en me disant, mais tu te rends compte, tu pars d'une place prestigieuse. En plus, pour eux, la banque, c'est prestigieux. Et donc, je lui disais, mais non, en fait... j'ai vraiment trouvé ma mission, là, je sais ce que je veux faire. Mais comment tu vas faire pour manger? Comment tu vas faire? Et en fait, elle avait plein de peur parce qu'elle se disait, mais elle recommence à zéro. Et oui, c'est vrai que je recommence à zéro, mais pas tout à fait à zéro. En fait, je recommence avec toute l'expérience que j'ai d'avant et beaucoup plus d'assurance aussi. Donc, comme je sais où aller et je ne sais pas encore comment, je me motive quand même toujours. J'écoute pas trop les conseils des gens qui sont pas allés là où je vais. Ça, c'est vraiment très important de pas écouter ceux qui connaissent pas le sujet. Mais en tout cas, ça a été super difficile d'y aller sans le soutien de la famille. C'est-à-dire qu'ils avaient tellement peur qu'ils se disaient OK, on va ignorer ce qu'elle fait pour le moment et on verra ce que ça donne après. Et ça a mis du temps, en fait, à ce que vraiment ils se disent « Waouh, respect ». C'est quand j'ai commencé T'es la première de ta famille à devenir entrepreneuse. Exactement. Tu ouvres la voie. C'est normal. Mais après, bizarrement, c'est fou parce que moi, qui m'a inspirée à devenir entrepreneur aussi, c'est ma mère. Parce que ma mère, quand elle était femme de ménage, à un moment donné, elle s'est dit, mais en fait, moi, je sais, bon, comme beaucoup de nos mamans, je sais super bien faire la cuisine, pas pour 10, pour 20, je sais faire la cuisine pour 400 000 personnes. Et donc, elle a commencé à proposer ses services. Et je disais, mais regarde, maman, toi, t'as quitté un emploi pour devenir entrepreneur, toi aussi. Elle m'a dit, non, moi, je suis traiteur. Mais je dis, mais c'est ça, mais tu fais la même chose. Elle m'a dit, non. Moi, je sais ce que je fais. Et surtout, j'ai passé toute ma vie à travailler. Maintenant, je suis tranquille. Mais toi, tu es encore jeune. Tu peux monter. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est ça que tu comprends pas, c'est que je peux plus monter. Ça y est, maintenant, j'ai envie de faire quelque chose par moi-même parce que je sais que j'en suis capable. Et il suffit juste de s'entourer des bonnes personnes, d'aller chercher les financements, de découvrir un peu tout ce monde-là qu'on connaît pas. Une fois que je serai dedans, je suis sûre que je peux faire quelque chose. Bon, petit à petit, il a fallu vraiment que je commence un peu à discuter avec des ministres pour qu'elle me dise... Des références qu'elle exactement. Et là, elle m'a dit, ok, quand elle m'a vu à la télé, elle m'a dit, ok, je comprends un peu mieux ce que tu fais. Mais bon, je ne sais pas si vraiment tu manges bien. toujours les mêmes réflexes. Mais globalement, quand je commence en 2017 à vraiment m'intéresser au réseau, la plus grande difficulté, je trouve, c'est de se sentir égal à la personne qui fait partie de ces gros réseaux. Ça, je trouve que... C'est une difficulté? Ah ouais, je trouve que c'est hyper compliqué au départ. Décris-moi ça, comment ça? T'arrives avec ton petit projet. Bon, déjà, tu penses que c'est un petit projet par rapport à ce que font tous les autres. Parce que tu arrives dans des réseaux où les gens, ils ont quand même créé des startups qui lèvent des millions. Ils savent super bien parler. Ils ont des familles qui sont aisées. Tu arrives dans ce milieu, tu commences un peu à parler de ce que tu fais et les gens, ils te disent tous « Waouh, c'est super !» Mais il n'y a personne qui te tend la main pour te dire « Ok, voilà comment aller plus loin. » Donc déjà, au début, quand je me présente et que je dis ce que je fais, ok, c'est cool, mais il n'y a pas... je trouve que ça résonne pas comme je l'avais imaginé. Je pensais que le fait d'arriver... de solidarité? Ah bah justement, au départ, il n'y en avait pas du tout. Quand tu rencontres des gros réseaux comme ça, de grands entrepreneurs, au début, ils te regardent un petit peu comme la petite. Et ça, c'est insupportable parce que tu perds confiance. Tu te dis, mince, si eux, ils me voient comme ça veut dire que je suis comme ça. Alors qu'en fait, pas du tout.
c'est peut-être d'ailleurs, c'est peut-être un problème de genre. C'est peut-être parce que nous, on est tellement éduqués à être discrètes que quand on doit aller rencontrer des gros réseaux, on a encore ce mauvais réflexe de penser qu'on est pas à la hauteur. Il y a la personnalité de la personne qui a un gros caractère ou pas. Il y en a qui sont introvertis, il y a de tout. Il y a le syndrome comment il s'appelle ce syndrome ? De l'imposteur ? De l'imposteur, qui est là on le découvre à ce moment-là, en général, pas avant. Le syndrome de ne pas être à sa place là où on est. Et déjà, juste ces deux-là, c'est super. C'est chaud. C'est super difficile. Moi, là où j'ai de la chance quand même, c'est que j'aime beaucoup lire et donc je trouve que je m'exprime bien et donc je m'exprime en montrant un peu que je sais m'exprimer, mais pas avec la même confiance qu'eux quand même. Parce que ils te sortent des termes, t'es là, ok, il va falloir que je note pas mal de mots parce que je les connais pas et en même temps, j'ai pas fait les grandes écoles qui t'apprennent tous ces termes économiques, philosophiques, etc. Pas obligé. Oui, mais au début, t'as peur. Tu te dis, s'ils parlent comme ça et que toi, tu les comprends pas toujours, mais qu'est-ce que ça va être à une réunion où tu dois demander quelque chose ? Enfin, au début, je trouve qu'il y a un vrai problème de qui je suis par rapport aux autres, par rapport à ces gens qui me paraissent appartenir vraiment à une haute classe. Et en plus, on nous sépare quand même depuis l'enfance entre classes. Donc, c'est toujours difficile, je trouve, d'arriver dans une nouvelle classe et de se dire, maintenant, je veux appartenir à cette même classe. Vraiment, appartenir à un réseau, je trouve que c'est très, très difficile. Et en plus, quand tu démarres, on te dit très régulièrement, il faut que tu trouves des mentors pour t'aider. Mais c'est pareil, les mentors, pour ça, il faut accepter de dire toutes les difficultés que tu traverses. Et en fait, il y en a tellement. Et il y a toujours ce sentiment de redevabilité. Tu ne veux pas trop demander parce que après, tu te sens trop redevable. Donc, ça, c'est la culture des quartiers. Exactement. Il y a tellement de choses qui viennent te freiner, qui sont psychologiques. Et en fait, je me souviens que quand j'ai commencé vraiment à créer la première école à Belleville, je me suis dit, waouh, en fait, j'ai enfin créé une école qui forme des femmes. Elles sortent, elles sont diplômées. Attends. Tu as créé l'école, mais avant, comment tu l'as créée, l'école ? Je l'ai créée en fait en plusieurs... Déjà, ça a pris du temps. Mais pour le syndrome de l'imposteur, là où je voulais parler du syndrome de l'imposteur, c'est que même quand tu as fait quelque chose de réel... Important. Exactement. En fait, tu te sens toujours pas mériter ce que tu as fait. Mais tu as fait ton parcours, tu commences à réseauter. Donc, tu te fais des contacts, tu donnes un nom au projet au bout de combien de temps ? Alors, début 2018, je sais que ça va s'appeler Décodeuse parce que... D'entrée, il n'y a pas de deuxième nom, c'est tout de suite ton premier nom. En fait, il y a un truc qui s'est passé aussi, c'est que c'est comme ça que j'ai déterminé le nom. C'est que j'étais en cours et je discutais. Quand on tape sur un moteur de recherche développeuse ou codeuse ou programmeuse, tout de suite, ça te le transforme au masculin. C'est comme si ça n'existait pas au féminin. Et c'est là où je me dis, mais regardez le problème, là, il y a marqué, à chaque fois, il te le transforme en développeur, en programmeur, en codeur. Et je me dis, mais déjà, là, il y a un problème, c'est que si toutes les filles, elles tapent développeuse et que ça n'existe pas, et elles vont penser que ça existe qu'au masculin. C'est comme ça que je me dis, mais il faut absolument qu'on s'appelle codeuse. Et là où j'ai rajouté D, le pluriel, c'est quand je me suis dit, mais en fait, si je mets codeuse, peut-être qu'ils vont... Ça va pas être assez pluriel, alors que c'est important de montrer que c'est pour tous les profils de femmes. Du coup, c'est comme ça que c'est venu Décodeuse. Et en plus, je trouve que c'est facile à retenir. Des fois, il y a des gens qui me disent « Ah, mais je connais Décodeuse, je sais pas tout à fait ce que vous faites, mais je connais parce que j'ai retenu le nom. » Et pour moi, c'était important de dire Décodeuse, c'est vraiment le féminin pluriel du métier dans lequel il y a très peu de femmes. Et c'est pour montrer qu'en fait, on existe, qu'on veut faire grandir la communauté d'apprentissage, parce que c'est ça le but vraiment de Décodeuse, c'est d'être présent partout en France, avec vraiment des communautés de femmes qui codent, et qui sont de plus en plus présentes pour arriver au moins à 50-50 dans X années en France. Le nom, tu le trouves tout seul ou c'est dans une conversation ? Non, c'est dans une conversation. C'est dans une conversation. Oui, en fait, on est plusieurs. Je me souviens qu'il
Il y en a une qui m'a dit « Ah, mais décodeuse, ça fait un peu déconneuse, on va pas te prendre au sérieux. » Il y en a qui m'ont dit « Ouais, on était plusieurs. » Et puis, je leur montrais comme ça quelques noms des codeuses. Après, je mettais codeuse, je mettais L-code, enfin, vraiment des choses autour du code. Et puis, finalement, décodeuse, c'était facile à retenir. Et c'était, quelque part, c'est aussi un peu drôle parce qu'on décode le monde. On se disait, c'est pas mal de dire qu'il faut décoder un certain nombre de choses. Et en fait, pour plein de gens, décodeuse, ça veut dire qu'il faut... Il y a quelque chose il y a quelque chose à décoder, quoi. Il y a une porte à ouvrir. Exactement. Il y a un Rubik's Cube à forcer. Hein. Tu trouves ton nom. Exactement. Tu as ton idée. Tu connais la direction que tu veux prendre. Tu évolues petit à petit dans ton réseau, dans ta façon de réseauter. Tout à l'heure, tu as rebondi sur l'école, mais le chemin que tu fais pour arriver à l'école. Ah, il est super long. Vraiment, plein de difficultés. Déjà, la première chose, c'est je démarre avec 0. J'ai pas d'argent. Oh. je la connais du franc. Donc déjà, comment je vais financer quelque chose alors que j'entends partout, oui, on vous finance. Donc ma première difficulté, c'était de faire financer l'école. Comme je ne savais pas du tout par où commencer, je me dis, les incubateurs, les accélérateurs, ces lieux-là qui... Je te recoupe, mais tu savais que tu allais monter une école à ce moment-là ? En fait... Tu pouvais faire une société, par exemple ? Oui, bien sûr que je pouvais faire une société. D'ailleurs, tout le monde disait, il faut que tu crées une boîte, il faut que tu crées une boîte. Ouais. Mais moi, mon but, c'était pas ça n'a jamais été de faire du commerce. Moi, c'est l'éducation qui m'intéresse. Du coup, pour moi, ça me paraissait plus utile de créer une école plutôt que de créer une société. Et en fait, dans le milieu des startups, donc j'ai participé à un premier programme. Ensuite, pendant toute l'année 2017, il fallait que je trouve comment financer les premiers ateliers. Il fallait que je teste, il fallait que je prototype. Tu as commencé par des ateliers. Exactement. En fait, là, il y a quelque chose qui est très important, c'est que dès le départ, quand on fait des formations, on nous dit, alors, votre marché, c'est quoi votre étude de marché ? Et ça, c'est la chose la plus importante à faire. Mais je ne savais pas du tout comment faire une étude de marché, je ne savais pas du tout comment faire un business plan. Tout ça, c'est des choses que j'apprends sur le tas. Donc, pour moi, le meilleur moyen, déjà, c'était de trouver des experts, mais gratuits. C'est-à-dire que je ne savais même pas à l'époque que dans les incubateurs ou dans les programmes, il y avait des personnes qui pouvaient t'aider gratuitement. Donc déjà, ça, c'est une chose à savoir, c'est que quand on ne sait pas faire quelque chose, d'être dans une communauté d'entrepreneurs, déjà, tu vas toujours trouver quelqu'un qui va te dire « Ok, moi, je sais faire un business plan, je peux te montrer comment faire. Moi, je sais faire une étude de marché, ou bien je peux te mettre en lien avec des personnes. » Et ça a été la première chose. Mais j'ai mis au moins 6 mois à faire un vrai business plan. Et c'était beaucoup de travail et beaucoup de douleur parce que je ne savais pas, il y avait des mots que je ne connaissais pas, par exemple, on te demande une projection à 3 ans de combien ça va coûter tout ça, alors que tu ne sais même pas encore combien coûte un atelier. Yeah, c'est douloureux un business plan. C'est super douloureux. Et en plus, mais quand tu l'as fini, tu es bien contente. Et encore, quand tu l'as fini, tu es contente, mais après, il y a les gens qui te disent « Ah non, ça, c'est faux, ça, c'est pas possible, ça... » Et donc, en fait, tu sais jamais en fait quand ça va s'arrêter. Et ça fait partie des choses que toutes les écoles de commerce, elles savent, mais nous, on ne sait pas. C'est que les business plans, c'est juste des photos à un moment donné. Et en fait, ça évolue tout le temps. C'est ce que j'allais dire. Et c'est fou Un business plan, c'est sans fin. Pour ceux qui ne connaissent pas les business plans, ce qui est important dans un business plan, c'est que ça pose les bonnes questions. Du coup, elle en a souffert. On se retrouve face à un néant, face à un vide. Merde, comment je vais répondre à ça ? Mais le fait de pouvoir y répondre te fait évoluer dans ton business. C'est ça l'idée du business plan. Mais un business plan, ça en continue, en Complètement, vérité. Exactement. Et ça, j'ai mis quand même du temps à le découvrir. Alors que dans les écoles de commerce, ils savent tout de suite qu'un business plan, voilà, ça se passe comme ci, comme ça. Donc déjà, je fais le business plan. Ensuite, il faut quand même des personnes. Ça, tout au long du projet, il faut des personnes pour te dire... Il faut aller dans telle direction avant d'aller dans telle direction. Et en fait, toutes les étapes, par exemple,
je me souviens que je voulais commencer à faire des ateliers, mais en même temps, il fallait trouver des gens pour animer avec moi les ateliers, parce que je ne pouvais pas les faire toute seule. Ce qui fait qu'il faut trouver des personnes qui veulent bien donner de leur temps, parce que tu ne les payes pas au départ. Ensuite, il faut comprendre le fonctionnement des ateliers, il faut du matériel, à qui tu vas t'adresser et comment tu vas le faire. Et est-ce que ça va vraiment intéresser les gens, ce que tu vas faire ? Parce que c'est pareil, moi je me suis dit, j'ai une super idée, j'ai un super projet, on va attirer plus de femmes vers la tech, mais est-ce qu'elles en avaient envie ? À l'époque, je ne savais pas. Donc aussi, c'était une manière de tester. Et en fait, quand j'ai vu que plein de femmes s'inscrivaient, là, je me suis dit, ah oui, ok, bon, ça va déjà, ça me rassure. Là, je me suis dit, quand on a fait les ateliers, ça m'a rassurée de voir autant de femmes qui s'inscrivent. Parce que je me suis dit, bon, déjà, c'est la confirmation que les besoins que moi j'ai identifiés, déjà, en fait, voilà, ils sont pas encore satisfaits, donc je suis là pour répondre à ces besoins. Et après, je trouve que ce qui est très, très difficile, c'est d'aller chercher, en fait, petit à petit, les fonds. Et ça, c'est quand tu démarres de zéro, soit il faut que tu aies une offre commerciale et que tu arrives à convaincre, soit, justement, dans mon cas, en fait, comme c'est une école, bah, l'idée, c'était de proposer des formations gratuites à des femmes qui n'ont pas les moyens de faire des formations dans le développement web. Et donc là, il a fallu découvrir toutes les entreprises qui sont intéressées par ces profils pour aller leur demander de financer, en fait, ces personnes-là pour les recruter. Il y en a eu beaucoup. Au début, ouais. Non, c'est hyper difficile. Ah ouais. Oui. Ouais, au début, c'est très difficile, je trouve. C'est pas avantageux pour eux ? Si, ça l'est, mais les entreprises, elles ont envie de travailler avec des structures qui sont déjà existantes depuis un moment, qui communiquent très bien aussi. Et tout au début, il faut des personnes qui te font confiance. Et en fait, il y a autre chose aussi, c'est dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de gens qui répondent à des appels à projets. Mais c'est pareil, ça, un des freins, c'est de savoir rédiger des appels à projets. On ne sait même pas rédiger des appels à projets, on ne nous a jamais appris. À la base, on ne sait même pas c'est quoi. Exactement. Et donc, c'était super difficile de répondre à des appels à projets. Ensuite, ils te disent qu'il faut que tu apprennes à pitcher. Mais en fait, quand on parle de pitch, on ne sait pas aussi ce que c'est de pitcher. Moi, je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc là, c'est pareil. Je découvre quelque chose. Ah, faut que tu parles de ta solution en 2 minutes. Il faut que tu arrives à convaincre des gens en 2 minutes. Mais tu peux t'exercer super longtemps. En fait, si tu n'as pas une méthode, tu peux pas le faire tout seul. Enfin, donc c'est pareil, il a fallu trouver des gens. Et en fait, c'est dans les incubateurs qui t'apprennent à pitcher. Parce qu'ils ont une méthode. Et donc, il faut découvrir, faut aller chercher plein d'incubateurs. Il faut s'inscrire à plein de programmes pour pouvoir bénéficier de toutes ces formations gratuites. Il faut apprendre à pitcher. Il faut faire son business plan. Qu'est-ce que ça veut dire pitcher ? C'est quoi pitcher ? Pitcher, c'est convaincre en 2 minutes de ton projet. Okay. C'est vendre ton projet à des investisseurs vraiment en 2-3 minutes max. En fait, aux États-Unis, ils ont appelé ils ont un terme qui est super bien trouvé, comme d'hab. C'est le elevator pitch. C'est, imagine-toi, tu rencontres un investisseur dans un ascenseur, tu as 2 minutes pour le convaincre d'investir. Et en fait, c'est exactement ça. Le temps que tu montes dans l'ascenseur, faut qu'à la fin, ils te disent « Ok, je te donne un rendez-vous ». Et ben du coup, c'est hyper compliqué de faire ça parce que déjà, en fait, tu trouves pas forcément les bons mots au départ. Et en plus, tu dis les choses, mais les gens, ils ont pas forcément compris ce que tu dis. Donc vraiment, au début, trouver son pitch, c'est super compliqué. Mais au bout de 50 pitchs, après, tu es super fort en pitch. Après, devant n'importe qui, tu peux parler de ton projet. La personne, elle te sent en plus de plus en plus professionnelle dans ce que tu fais. Donc, tu t'acquiers de la crédibilité, de la légitimité. Et donc, après, vraiment, tu peux aller pitcher partout. Moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de pitch partout. Dès que je pouvais, j'allais pitcher. Et là, ça a commencé à tomber. 2 000, 10 000, 20 000, 50 000. Exactement. Là, ils ont commencé à dire « Ah, mais c'est intéressant ce que vous faites. » Et là, tu es dans quelle forme, toi ? Tu es en association ? Oui. Moi, j'ai monté une association pour l'école. Et il y a une entreprise de conseil à côté. Donc, en fait, il y a 2 choses. C'est que l'école, elle est là pour accueillir des femmes pour les former. Donc, les entreprises, j'allais les voir pour leur dire « Voilà, il nous faut des ordinateurs, il nous faut des locaux, il nous faut du matériel, du Wi-Fi. On aimerait bien aussi avoir un lieu qui soit bien, donc des travaux.
Tout ça, c'est des budgets, des appels à projets pour convaincre. Et ça, c'est une des parties qui prend le plus de temps. Parce qu'au départ, en plus, comme tu es toute seule, tu fais tout. Tu es vraiment chef d'orchestre. Tu joues de tous les instruments. Et au bout d'un moment, quand tu as suffisamment d'argent, et ça, c'est beaucoup de gens qui font cette erreur, ils oublient de se payer et donc ils abandonnent. Et en fait, c'est super important dès le départ, une fois que tu acquiers des fonds, de créer ton... Il faut que tu te payes. Sinon, tu vas toujours investir sur d'autres choses. Exactement. Et tu vas devoir trouver autre chose à faire. Et on ne peut pas faire de l'entrepreneuriat à 50%. Ça, c'est pas possible. Moi, je le déconseille toujours. Il faut vraiment se mettre à 100%. Et en plus, il y a plein de dispositifs qui t'aident. Par exemple, si tu es au chômage et que tu veux trouver des financeurs, le temps de ton chômage, en fait, tu peux commencer à tester ton activité, tu peux proposer tes services, etc. Et en fait, moi, j'ai commencé en 2018, j'ai commencé à voir tomber les fonds. Je me souviens, à la fin de l'année 2018, il y avait quoi 70 000 euros. Mais 70 000 euros, pour moi, c'était beaucoup parce que je suis partie de zéro. Donc, j'ai commencé comme ça à me dire, bon, bah, alors maintenant, avec ces 70 000, il faut qu'on forme X femmes et il faut qu'on paye tout le monde. Donc, ça a été la première des choses à apprendre aussi, c'est où est-ce que tu mets les fonds en premier. Et puis après, bah, petit à petit... Tu te fais accompagner à ce moment-là ? Ouais, complètement. En fait, ça a été un des pitchs les plus difficiles que j'ai fait jusqu'à présent. Pour m'accompagner quand j'ai commencé à vraiment professionnaliser des codeuses, j'ai pitché pour Entropia ESSEC. C'est leur incubateur à la grande école de commerce. Bon, déjà, j'étais comme ça parce que c'est une école de commerce et que je me disais, tous ceux qui pitchent, c'est forcément des gens qui viennent d'école de commerce. Donc déjà, je me sentais un peu en difficulté. Mais en fait, finalement, en face de toi, il y a, je sais plus, ils étaient au moins une dizaine. T'expliques ton projet et après, eux, ils te posent des questions pour te challenger, te bousculer. Et puis, ils font exprès de poser vraiment des questions un peu difficiles pour voir si t'es le genre à défendre quoi qu'il arrive ou bien si t'es un peu en mode... Et en fait, comme j'ai vraiment bien raconté mon histoire, j'ai beaucoup travaillé pour raconter l'histoire. Et ensuite, ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre au départ. Mais en fait, l'entrepreneuriat, il faut bien le raconter. Il faut avoir un super storytelling. Sinon, les gens, en fait, ils adhèrent pas. Et s'ils n'adhèrent pas, ils investissent pas. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on n'apprenait pas quand on était plus jeune. Pour nous, on va à l'essentiel. T'achètes ça, t'as ça. Non, en fait, il faut un personnage, faut faire rêver, faut vraiment raconter quelque chose qui a un début, un milieu, une fin. Et les gens, en fait, ils sont embarqués et c'est là qu'ils ont envie de t'accompagner. Et petit à petit, c'est comme ça que j'ai commencé à avoir des entreprises qui me contactent en direct. Alors voilà, on a appris que vous faisiez ça, donc on aimerait bien vous proposer ça. Et là, donc, on va ouvrir notre deuxième école dans le 93. T'as commencé par l'école ou par la boîte de conseil ? Non, l'école. L'école, Ouais. c'est ce qui est arrivé en premier. Ouais. Il t'a fallu combien de temps en tout ? Bah, je l'ai créé en janvier 2018. Et le premier emploi, la première formation, elle date de 2019. Et le premier lieu, il date de janvier 2020. Là, maintenant, on est 3 salariés. Donc, ça a pris quand même, pour avoir vraiment une structure qui fonctionne, 3 ans. C'est pas mal. C'est beaucoup de temps. Il y avait beaucoup de temps pour l'ingénierie pédagogique parce qu'il fallait découvrir aussi le monde de la formation professionnelle, la conformité, la qualité, qu'est-ce qu'attendent les entreprises, mais qu'est-ce qu'attendent aussi, par exemple, les demandeuses d'emploi. Comment on fait pour avoir une formation diplômante ? Comment on fait pour accompagner des personnes qui n'y arrivent pas ? Parce que nous, le plus important, c'était quoi ? C'était pas de former juste. C'était vraiment de montrer que c'est possible d'avoir un emploi à la clé. Donc, on a été chercher plein d'entreprises pour nous aider, pour dire, voilà, regardez, on forme des personnes qui sont tout juste développeuses. Maintenant, il faut les accompagner en les formant en interne chez vous, il faut les prendre en stage, etc. Donc, on a fait vraiment beaucoup de travail. Et là, à l'époque, on était au moins une vingtaine de bénévoles. Beaucoup de gens qui ont donné du temps pour nous aider à accompagner, à construire, à
débarrasser, à venir chercher du matériel. On a demandé des... Enfin, vraiment, ça a été un vrai chantier pendant 3 ans. Et là, maintenant, l'école, elle fonctionne bien. Il y a 2 promotions par an de femmes. C'est à Belleville. Et là, on commence tout juste à changer d'échelle. Donc là, on va ouvrir d'autres centres. Donc une sur Paris-Belleville, une dans le 93. Ouais. Où dans le 93? Alors, on va bientôt signer, donc Ok. mais on va en ouvrir une aussi dans les Hauts-de-France et une dans la région PACA. En fait, il y a beaucoup d'entreprises qui nous soutiennent parce qu'ils se sont aperçus que, d'une part, en fait, il y a beaucoup de recrutements qui vont arriver. Ils ont vraiment besoin de plein de profils qui savent coder. Dans les écoles aussi, maintenant, ils apprennent à coder, alors qu'avant, on n'apprenait pas à coder. Et en fait, ils s'aperçoivent que coder, c'est comme apprendre à lire, écrire, parler. C'est vraiment, ça va devenir indispensable dans toutes les entreprises. Et donc, ils ont besoin de tous les profils. Donc là, maintenant, il y a beaucoup de gens qui se reconvertissent dans le code. Il y a beaucoup de femmes qui s'y mettent aussi. Mais il n'y en a encore pas assez. Et en fait, pourquoi ? C'est parce que comme c'est toujours... Les formations, elles sont majoritairement occupées par les hommes. En moyenne, il y a toujours à peu près 75% d'hommes, 25% de femmes dans les formations. Et nous, on a beaucoup de candidatures. On en a plus que de places. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on les oriente vers d'autres formations, mais elles sont mixtes. Donc, on ne résout pas vraiment le problème. Il y a des femmes qui veulent s'orienter vers le numérique, mais qui préfèrent quand même s'orienter là où il y a des formations avec les femmes. Donc, le problème... C'est un vrai problème, ça. Mais oui, bien sûr. C'est dingue ce que tu dis là. Elles ont ou de la difficulté à être avec les hommes, comme tu disais au début. Elles ne sont pas à l'aise. Et elles préfèrent se former de manière générale entre elles parce qu'elles sont plus à l'aise pour travailler, tout simplement, quoi, pour s'exprimer, etc. Ouais, on est dans un autre monde. En fait, pas tout à fait, parce que quand tu regardes l'espace public, par exemple, dans la rue, il y a quand même majoritairement des hommes qui sont contre un mur, qui prennent l'espace. Les femmes, on n'est pas à notre place. On n'est pas à notre place parce que, en fait, on nous laisse pas la place. Et en fait, c'est comme ça dans tout. Par exemple, si on prend l'exemple de la cuisine, on pourrait penser que comme c'est les femmes qui font la cuisine, c'est elles qui devraient être les chefs les plus connus. Non, c'est les hommes. En fait, à chaque fois qu'il y a des... cuisiniers. Il y a beaucoup... Oui, mais justement, en fait... Il y a beaucoup de femmes dans ce métier-là. Oui, mais pas au même grade que les chefs. Mais pas au même grade que les chefs. Exactement. Il y en a beaucoup quand même. Mais la majorité, c'est des femmes qui cuisinent. La majorité, c'est des femmes. Et pourtant, en fait, elles ne sont pas valorisées comme elles devraient l'être. Et c'est comme ça dans tous les secteurs. C'est dingue. Moi, ma perception, c'est que dans les entreprises, il y a plein de femmes qui travaillent. Mais regarde les postes. Justement. C'est pas. Par exemple, on va mettre les femmes dans la communication, dans le marketing, dans l'administration, mais on va pas les mettre à des postes clés de décision. On va pas les mettre à des postes clés de haut manager. C'est très rare. C'est vraiment. Je sais qu'il y en a plein qui aiment pas ce mot, que tout de suite ça fait penser à un féminisme d'élite, etc. Mais en fait, on est dans un système capitaliste, patriarcal. Et en fait, il y a plein de femmes qui n'ont pas les possibilités, les capacités, elles les ont, mais elles n'ont pas les opportunités pour faire ce qu'elles aimeraient faire. Donc, c'est super compliqué, mais dans tous les secteurs. Même, par exemple, dans le ménage, on va avoir plein d'hommes qui créent des sociétés de ménage, mais qui emploient des femmes. C'est pas dans la culture française de dire aux femmes « entreprenez, créez votre entreprise », parce qu'on les assigne toujours à s'occuper des enfants, la charge familiale, la charge mentale, etc. Donc en fait, ça c'est dans toutes les classes en plus. Mais on n'incite pas du tout à l'entrepreneuriat, quoique maintenant, si un peu plus, ça se modernise. Mais de base, on n'incite pas à l'entrepreneuriat. On incite à aller bosser, quoi, tout simplement. Exactement, quoi. Ouais, c'est l'entrepreneuriat. Moi, déjà à l'époque, je savais pas vraiment. Enfin, pour moi, avant entrepreneur, je me disais c'est un terme un peu à l'américaine. C'est pas pour nous. Puis ça doit être pour les élites. Et il y a quelques années, le fait qu'il y ait de plus en plus de programmes qui disent non, en fait, c'est aussi pour vous. Eh ben, il y a une statistique il y a pas très longtemps, je savais même pas. Les entreprises qui sont nées dans les quartiers, elles durent plus longtemps que les entreprises hors quartier. Mais il y en a énormément. En fait, on est des entrepreneurs. Le marché.
Exactement. Tous ceux qui sont sur le marché sont des entrepreneurs depuis toujours. Et tous les petits commerces. Tous les petits commerces, voilà. Exactement. Et en fait, on imagine toujours l'entrepreneuriat comme quelqu'un qui fait partie d'une grande école, d'un grand groupe, qui monte une super start-up. Mais en fait, l'entrepreneur, en vrai, c'est l'artisan. Ouais, c'est parce on voit les bankable, quoi. Exactement. On voit les gros, mais l'épicerie du quartier est une entreprise Exactement. qui paie ses impôts, qui est là depuis une dizaine d'années, qui doit se renouveler dans ses produits, qui doit faire attention, qui doit gérer sa population. Donc non, il y a toujours eu des entrepreneurs, mais eux, on les a vus parce qu'on vit parmi eux. Mais quand on dit entrepreneur, on cherche LVMH, on veut du lourd, on veut du Darty, on veut des grosses choses. Donc, mais c'est vrai que issus des quartiers, on est tellement tous à la même échelle, pas sur tous les points, que moi je trouve ça impressionnant ce que tu me dis, parce que j'ai vu tellement de femmes plus hautes que moi progresser. J'ai eu dans ma vie des boss femmes qui m'ont géré, donc pour moi, normal, quoi. Mais là, non, en fait, c'est pas dans tous les corps de métier, et je trouve ça impressionnant, quoi. En tout cas, ce que moi j'entends de plein de témoignages de femmes, c'est je mérite mieux, je mérite plus, et aussi je vois plein de femmes diplômées. Par exemple, les femmes qui viennent se former chez nous, elles ont eu des diplômes, Bac plus 3, 4, 5, mais elles ne... Elles s'en servent pas. En fait, elles veulent s'en servir, Oui. mais en fait, elles ne sont pas, justement, elles sont pas valorisées, et donc elles se reconvertissent parce qu'elles se disent, là, visiblement, on va m'embaucher puisqu'il y a des gros besoins en recrutement. Et du coup, c'est une solution, et elles ont raison de prendre... Elles ont raison de faire ça. Et la boîte, à quel moment tu l'as créée et pourquoi tu l'as créée? Alors, la boîte, c'est tout récent. C'est cette année. C'est parce que quand j'ai commencé à comprendre que, OK, faire une école, c'est vraiment bien. Il y a l'éducation derrière. Il y a un projet vraiment pédagogique. Il y a l'envie vraiment de faire quelque chose de bon. Et ça fonctionne. Je me suis dit, en fait, maintenant, j'acquiers de l'expertise. J'acquiers de l'expérience. Et je peux conseiller les entreprises à mieux recruter. Parce qu'il y a toujours le même problème en France, c'est le recrutement des personnes qui ne sont pas qualifiées ou bien qui ont des diplômes mais qui sont discriminées. On entend beaucoup parler de la diversité, etc. Et en fait, il n'y a pas suffisamment d'entreprises qui s'adressent aux bonnes personnes pour recruter les bons profils. En général, ils ont un process à l'ancienne, et ce process, en fait, il est discriminant. Ce qui fait que, même si, par exemple, tu as des grandes entreprises qui font vraiment plein de choses, par exemple, tu as des entreprises qui font appel à Mosaïque RH, qui vraiment valorisent les profils des quartiers, les profils diplômés, de gens, justement, qui sont discriminés. En fait, même ça, c'est pas suffisant. Il y a des entreprises qui n'ont même pas conscience qu'elles sont discriminantes. Et comment on peut changer ça? En fait, on peut les conseiller à mieux recruter, à recruter des profils divers. Il suffit simplement de le faire d'une certaine manière. Et en fait, il faut changer des process en interne. Et moi, c'est ça que j'ai envie de faire maintenant. C'est proposer aux entreprises de regarder leur process et de dire, OK, je vais changer telle et telle et telle chose. Parce qu'il y a encore trop de gens, en fait, qui nous disent, mais moi, j'ai envoyé 50 CV. Si j'enlève ma photo, en fait, ça passe. Si je mets ma photo, ça passe pas. Si je vis à la Courneuve, ça passe pas. Et donc, en fait, à mon avis, il y a plein de gens qui veulent dans les entreprises. En plus, j'ai discuté avec vraiment pas mal de RH qui disent, mais on ne sait pas trop comment améliorer nos process. On a besoin vraiment de modifier ça en interne. Et ça, en fait, c'est un gros travail. Ça va être un énorme travail en France. Donc, tu veux travailler de l'intérieur. Exactement. Tu veux travailler de l'intérieur. Tes clients vont être des entreprises, pour Exactement. le coup. Et tu vas essayer d'améliorer, non, plutôt de décoder et d'enlever les mauvais process, les mauvaises herbes
pour justement qu'ils puissent avoir plus d'espace ou Exactement. plus de choix à choisir. Exactement. Et aussi, il y a des nouveaux process qui arrivent avec l'intelligence artificielle. Mais sauf que l'intelligence artificielle, c'est fait par majoritairement des hommes blancs. Donc eux, qu'est-ce qu'ils codent? Ils codent ce qui leur ressemble. Ouais. Ce qui fait que tu peux recevoir plein de CV si tu as codé pour discriminer, même si c'est évidemment, ils font ça avec leur biais, c'est inconscient. Voilà, c'est inconscient. Mais c'est à nous, en fait, de voir ces erreurs et c'est à nous de les corriger. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aider via l'intelligence artificielle à vraiment, comme tu disais tout à l'heure, à décoder les problèmes et à proposer des solutions qui soient équitables, qui soient justes. Il y a beaucoup de conversations sur l'intelligence artificielle et la problématique justement de qui crée l'intelligence artificielle et comment le reste du monde, quelque part, est visible, puisque c'est l'œil d'une personne, entre guillemets. Exact. Il y a beaucoup de conversations là-dessus. Ouais, du coup, tu rentres dans ce genre de réflexion. Exactement, parce qu'en fait, il y a plusieurs phénomènes qui vont arriver. Le premier, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de métiers qui vont disparaître avec la robotisation, l'automatisation. Mais qui occupe ces métiers aujourd'hui? Les classes populaires et les femmes. Ce qui fait que non seulement elles ne sont pas présentes dans les métiers techniques, les métiers d'avenir, mais en plus, celles qui sont présentes dans les métiers d'ouvriers, dans les métiers des classes populaires, elles vont disparaître. Ce qui fait que là, elles vont se retrouver dans des situations beaucoup plus précaires. Donc, quelque part, il faut former plus de femmes pour qu'elles soient, qualifiées pour travailler dans la technique. Mais il faut aussi préparer tous les nouveaux métiers qui sont redéfinis avec l'intelligence artificielle, parce que ce qui est codé actuellement, c'est codé par la majorité de ceux qui l'occupent, donc les hommes. Et donc, ça veut dire qu'ils vont reproduire les mêmes discriminations qui existent déjà. Et ça va être pire, parce que si on n'y est pas, on va même pas pouvoir s'en occuper. Donc il faut y aller maintenant. Et il faut y aller vraiment, va falloir vraiment beaucoup travailler en masse pour rectifier. La mission de ta société. Ouais, qui s'appelle? Alors, pour l'instant, je l'ai appelée DC, parce que c'est lié à décodeuse. Mais en fait, l'intelligence artificielle, c'est un domaine tellement vaste que moi, c'est spécifiquement dans le recrutement. Okay. C'est parce qu'il y a vraiment plein de choses dans l'intelligence artificielle. Ouais. Et moi, ce que je trouve vraiment important, c'est là, en plus, en ce moment, avec la crise, il va y avoir de plus en plus de jeunes qui vont être au chômage. Il va y avoir de plus en plus de gens qui vont se retrouver au chômage. Et en plus, on propose des solutions avec l'intelligence artificielle, ce qui fait que vraiment, on va se retrouver dans une situation où nous, on va être les grands perdants. Donc il faut, dès maintenant, il faut proposer en fait des solutions techniques, mais qui viennent tout de suite réparer ce qui a déjà été entamé, quoi. Je te dirais que dans toute notre conversation, il y a de la transmission. Ton objectif, c'est de former un maximum de femmes, ou de prendre celles qui sont déjà formées et de les mettre à leur bonne place, ou de les orienter, de les aider à s'orienter différemment. Il n'y a pas de niveau, peu importe la femme. Ouais. Okay. Tu as une autre entreprise, tu crées une autre entreprise qui, elle, va travailler de l'intérieur pour justement qu'elle puisse y arriver plus facilement et faire en sorte que tout matche bien. C'est plus ou moins ton parcours. Bravo. Merci. Bravo, c'est énorme. Je sens la charge de travail qu'il y a. Vous êtes combien dans l'association ? Alors, dans l'association, il y a 4 personnes qui sont salariées et il y a une vingtaine de bénévoles. Une vingtaine de bénévoles. Et les bénévoles, c'est majoritairement des devs qui, en fait, ont à cœur aussi de participer et donc qui donnent beaucoup de leur temps. Hommes, femmes ? Ouais, hommes-femmes. Ouais. Ok. Et pour ta structure, pour ta société ? Pour l'instant, on n'est que 2. Vous êtes que 2 ? Ouais. Ok. Et en fait, globalement, là, aujourd'hui, dans ce que j'imagine en France, c'est que dans plein de quartiers, même ruraux, parce que c'est un autre problème, les problématiques dans les milieux ruraux, c'est vraiment... Il y a
il y a très peu d'entreprises, il y a des problèmes de mobilité, enfin, il y a vraiment d'autres problématiques. Moi, ce que j'imagine, c'est plusieurs décodeuses dans plusieurs quartiers en France, mais aussi que les gens ils aient envie de prendre aussi, de créer eux-mêmes un décodeuse. C'est-à-dire que s'il y a des femmes, des hommes qui ont envie de créer un collectif et faire la même chose, je trouve que ça, c'est Si c'est un homme, elles vont fuir. Elles veulent que des femmes. En fait, créer, n'importe qui peut le faire. Vraiment, le but, c'est qu'on soit beaucoup plus présente dans les métiers de la programmation et aussi dans les métiers de la cybersécurité. Parce que c'est un vrai sujet. Pareil, on est quasi inexistante dans ces métiers, alors qu'on est... Il y a de l'espace. En tout cas, il y a de l'espace, il y a de la place à prendre. Complètement. Il y a tellement d'emplois. Et en fait, Il y a un côté... comment on appelle ça ? Tu sais... prendre conscience. En fait, vous pouvez, quoi. Tu sais, comme quand t'es enfant et qu'on te dit, mais tu sais, t'as le droit d'y aller, en fait. Ouais. C'est pas ça, la porte, elle est ouverte, ça t'est pas interdit. Complètement. C'est fou comme on peut s'empêcher de rêver, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui devrait être naturel, qui devrait être... L'éducation. Mais voilà, on est tellement freinés. C'est ce qu'on nous transmet. On a des parents qui se sont fait beaucoup taper dessus. Donc, eux aussi, nous transmettent un savoir qui, pour eux, paraît bon. Ouais. Qui, pour eux, nous dirige. Sauf que, on va dire, les grosses années passent et on est dans d'autres codes, comme les jeunes d'aujourd'hui sont dans d'autres codes. Mais c'est l'éducation. Oui, exactement. En bien ou en mal, c'est les deux. Il y a des bonnes choses qui nous ont permis justement d'être des personnes droites, qui tiennent debout, qui ne se perdent pas en chemin, etc. Mais ce n'est pas dans l'éducation l'ego, l'orgueil, on existe, on y va, on casse tout, faire de l'argent. En avant. Voilà, ce n'est pas dans l'éducation. Donc ça joue beaucoup. Ouais. Tu es passionné aujourd'hui. Ouais. Tu es complètement passionné. On est complètement. d'accord. Ah, voilà. Ouais. Tu as envie, puisque tu te salaries. Donc, tu as réglé en même temps l'équation de la maman. Exactement. Donc, tu as envie, tu es passionné. Tu es comme une joueuse de foot. Parfait. Tu vis de ton sport. Exactement. Car c'est un sport. L'entrepreneuriat est un sport. Complètement. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut se prendre aussi un peu de temps de repos. Parce qu'en fait, quand on commence, on ne s'arrête jamais. Il y a vraiment, moi, je trouve que c'est un processus, l'entrepreneuriat. Tout le temps, il faut se renouveler, il faut changer, il faut trouver des solutions. Je ne sais plus qui a dit que l'entrepreneuriat, c'est tu sautes d'une falaise et tu construis ton avion au fur et à mesure que tu... J'aime bien cette image. Mais c'est exactement ça, je trouve. Tu n'as pas les solutions, mais plus tu cherches, plus tu expérimentes, plus tu fais des rencontres, plus tu découvres et plus tu construis. Et waouh, à la fin, tu te dis, j'ai déjà commencé à construire ça, c'est top, je continue. Mais il faut quand même se prendre des temps de repos parce qu'il y a très très peu de... Comme on fait un peu tout, il n'y a personne pour te dire tu prends des congés, il n'y a personne pour te dire ça. Donc... Et même si on te le dit. Exactement, tu es tellement passionné que... tu es dans le feu, tu es dans l'urgence, il y a tellement d'émotions qui se développent à cet endroit-là. C'est une vraie mission sociale en fait. Tu te dis, mais ça y est, je sais pourquoi je fais ça, je ne peux pas m'arrêter parce que ça fait tellement du bien de faire le bien. Et donc du coup, vraiment c'est tellement motivant, tu te réveilles, tu as envie de conquérir le monde entier, tu as envie de convaincre tout le monde, tu as envie d'attirer plein de gens. D'ailleurs, de temps en temps, je fais des petits lives juste pour expliquer par où commencer. Parce que ça, c'est... Sur Instagram, c'est quoi ton réseau ? En fait, sur ma page Swatso, je fais de temps en temps des petits lives juste pour dire aux gens, OK, si vous ne savez pas par où commencer, parce que ça, c'est une question qui revient souvent, allez vous renseigner là. J'essaie vraiment de donner un maximum d'informations parce que c'est le premier frein, l'information. Et même les structures d'accompagnement, elles ne savent pas comment elles peuvent faire pour atteindre plus de gens. Parce que là, il n'y a pas très longtemps, et ça pour l'entrepreneuriat, c'est une super bonne nouvelle, c'est qu'ils veulent passer...
ils veulent quadrupler en fait le nombre d'entrepreneurs en France. Ah bon? Il va y avoir beaucoup de fonds pour créer sa boîte. Il va y avoir beaucoup de fonds pour accompagner, pour prototyper, pour tester. Faut vraiment, faut y aller. C'est vraiment le meilleur moment pour y aller, ouais. Ok. J'ai 3 dernières questions pour toi. Si tu as un livre de chevet, c'est lequel? Ah, mon livre de chevet, en fait, moi, je suis plutôt le genre à démarrer des livres et à jamais les terminer. Ah ouais? Bon, celui où tu as été le plus loin alors. Celui où je suis allée le plus loin, franchement, là, Pourquoi tout de tu suite... finis pas les livres? Mais parce que, en fait, ça, c'est un vrai problème. C'est que comme toute la journée, tu réfléchis, tu penses, tu trouves des solutions, le soir, tu commences quelque chose Et c'est le chaos tu qui prend t'endors. le dessus. Mais il y a tellement de livres que j'aime lire. Par exemple, qu'est-ce que j'ai vraiment beaucoup aimé lire Bourdieu. J'aime tous les livres de Bourdieu. Tu apprends tellement de choses sur ta propre classe, tu apprends tellement de choses sur ta valeur que, ouais, il y a plein de livres de Bourdieu que j'aime beaucoup. T'as un film? Un film, j'en ai plein, mais moi je suis tellement fan en plus des films. Franchement, là tout de suite. Alors si c'est un film qui m'a vraiment marqué, mais parce que je dis ouais, Rocky, Rocky avec toute la famille, on était à fond. C'est un des premiers films où on est allé au cinéma tous ensemble. Première fois qu'on allait au cinéma en famille, meilleur moment de ma vie. Ok. Dernière question, qu'est-ce que t'inspire P The Builder? Ah mais alors, moi je trouve que là c'est The Builder, je trouve que déjà c'est le mot qui définit l'état d'esprit en fait de l'entrepreneur. C'est que P The Builder pour moi c'est vraiment ok. Je tape un peu le point là pour dire ok, je construis quelque chose, je fais, peu importe comment je fais, je construis, je prends n'importe quels outils, j'y vais. Il y a quelque chose de... pour moi, la construction, la fabrication, le faire, c'est une expérimentation. Voilà, pour moi, ça veut dire ça, quoi. Vraiment, construit, fait, agit. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Ok. Merci, Swat. Merci à toi. Merci d'être venu. Merci de t'être exprimé sur ce sujet qui est la première personne que j'entends autant parler des femmes de cette façon-là. J'espère que ton entreprise et l'association vont continuer à grandir. Décoder. Maintenant, mesdames, parce que nous, on est interdits, vous savez où les trouver, vous savez où la trouver, vous savez comment faire. Elle est sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn. Ouais, Twitter. Et tu as un site internet? Ouais, décodeuse.org. .org, ok. Donc voilà, j'espère que vous allez aller la rejoindre encore plus nombreuses. Et en tout cas, nous, on vous encourage. Merci. Voilà. Force. See you. Je remercie les sponsors Lazinerie, Studio Majorel, Teddy Bob, Vibe Optique et African Armure, ainsi que la musique de Debrobit du Mali.